Donc voilà, toujours dans le volet de la persistance des données, bien sûr, parce que c'est un point qui est très intéressant dans les applications mobiles, parce que euh, tout tourne autour de la persistance des données. Donc c'est pour cela qu'on y consacre un petit peu du temps pour maîtriser les bases. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu comme technique? Quels sont les mécanismes, les techniques euh, pour, euh, pour stocker les données avec Android? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu les systèmes de fichiers, madame, entre nous. Oui, on a vu les systèmes fichiers, comment on peut manipuler les fichiers internes, comme par exemple les fichiers XML, les fichiers JSON. On a vu aussi un autre mécanisme qui est très intéressant. Euh, Les shared preferences, madame. Voilà, les préférences partagées. Alors, on a vu comment on peut les faire en dur et comment on peut les faire d'une manière graphique qui est plus simple. Les préférences partagées servent à stocker les données en rapport avec les préférences de l'utilisateur par rapport à une application. On a vu que c'est un mécanisme léger qui se fait grâce à une paire de données, c'est clés et valeurs. On a vu, bien sûr, on a commencé à aller en profondeur lorsqu'on veut stocker des données structurées. Alors, on veut stocker des données structurées, certainement on a besoin d'une base de données. Alors, la dernière séance, on a vu la base de données qui est une API intégrée dans Android Studio, qui est la SQLite, qui est la SQLite. La SQLite, c'est une base de données relationnelle qui nous permet de stocker les données en local, les données structurées en local. Et on a vu comment on peut le faire. On a vu quelles sont les différentes méthodes, quelles sont les différentes techniques, quelles sont les différentes euh, euh, méthodes offertes par cette API pour stocker les données. Et on a vu comment le stockage avec SQLite, ça se fait avec des requêtes SQL écrites en dur. Alors, euh, si on revient sur ça, alors vous voyez par exemple, si on veut par exemple faire un select étoile from une table, donc vous voyez, on va écrire tout ce code-là qui est dans cette méthode. Alors tout ça c'est pour l'insertion, pour la suppression, ça c'est pour la création des tables. Alors, bien sûr, ça, c'est la couche basse lorsqu'on veut interroger une base de données. Mais bien sûr, il y a toujours des recommandations. Alors, Google, les développeurs bien sûr, officiels de Android par Google, euh, ils proposent ou bien ils recommandent d'utiliser une autre technique. Alors, c'est bien, voilà, SQLite, elle est là avec les requêtes écrites en dur dans notre code. Mais bien sûr, il y a autre chose qui pourra être plus efficace et plus facile. Alors, est-ce que vous avez une idée, ça pourrait être quoi? C'est quoi cette technique qui permet de faire la même chose, mais avec une manière plus simple? Certainement, je pense que vous l'avez vu en Java. Est-ce que vous avez une idée? Madame. Ouais, madame. Voilà, c'est l'ORM. Voilà. Donc, certainement, Android, les développeurs d'Android, ils recommandent d'utiliser l'ORM. Alors, l'ORM, il y a bien sûr plusieurs ORM pour Android, mais l'ORM officiel fait par Google, c'est SQLite Room. SQLite Room, ça repose sur la technique d'ORM que vous avez citée, c'est le mapping objet relationnel. Ça veut dire, lorsque ici on manipule une classe, un objet, avec l'ORM, c'est automatiquement une table qui est créée dans le système de gestion de base de données relationnelle avec les noms de colonnes qui ont les mêmes attributs dans notre classe. Donc c'est ça le principe. Donc c'est quoi le mapping objet relationnel? C'est une technique de programmation qui permet l'abstraction d'une base de données relationnelle afin de simuler une base de données orientée objet.
Donc, il est efficace, donc il facilite la manipulation de différents objets stockés dans une base de données relationnelle au sein d'un langage de programmation orienté objet. Donc, à ce moment-là, le développeur ne manipule que les objets. La partie persistance est gérée par l'ORM. Donc, pour le stockage, il peut appeler une méthode, il donne comme paramètre d'entrée un objet. Automatiquement, cet objet-là, ça va être stocké comme une ligne dans notre table qui porte les mêmes noms des attributs de notre classe. Donc ici, une classe personne, il a ID, il a le nom, il a le prénom. Avec le RM, on crée cette classe, automatiquement une table équivalente se crée aussi qui a on peut garder les mêmes noms des colonnes ou on peut changer les noms des colonnes. Mais ça reste la même structure. Donc ça facilite énormément le travail. Pourquoi? Euh, parce que SQLite Room, qui est un ORM, c'est quoi en fait? C'est une couche d'abstraction de SQLite. Il se base sur SQLite, mais c'est une couche, si vous voulez dire, d'un plus haut niveau. Ça veut dire qu'il permet d'éviter d'écrire tout ce code pour faire des requêtes SQL. On peut les faire grâce à des objets. C'est bon? Donc, SQLite Room, c'est quoi? C'est une couche d'abstraction des SQLite qui permet un accès fluide à la base de données tout en exploitant bien sûr la puissance des SQLite. Donc, c'est une couche d'abstraction. Si vous voulez, SQLite, c'est la couche basse et SQLite Room, c'est la couche haute. C'est bon? Donc, on peut manipuler directement la base de données sans passer en profondeur, sans écrire en profondeur les requêtes en dur. C'est bon? On peut manipuler ça en utilisant des objets, ça va être plus facile. Alors pourquoi est-ce que Lightroom est offerte? Parce qu'il a deux avantages majeurs. Ces deux avantages, c'est que la vérification des requêtes SQL, ça se fait à la compilation. Au contraire, si on utilise l'API SQLite directement, on ne peut pas vérifier les requêtes à la compilation. On va découvrir les erreurs lorsque, par exemple, l'application plante. Mais ça ne se fait pas à la compilation. Par contre, lorsqu'on utilise SQLite Room, on peut vérifier les requêtes pendant la compilation. C'est bon? Et bien sûr, l'avantage de SQLite Room, c'est que il offre des annotations qui sont pratiques, qui permettent de minimiser le code, bien sûr, et d'éviter d'avoir des erreurs. Donc, c'est pour cela, les développeurs officiels de Android, vous allez voir ça sur la documentation officielle de Android, c'est qu'ils recommandent d'utiliser SQLite Room et d'éviter d'utiliser directement les API SQLite directement. C'est bon? Et ça fait partie du projet Component Architecture qui permet d'avoir un ensemble de règles de bonnes pratiques pour bien développer des applications Android. Alors, SQLite Room, ça fait partie de ces recommandations-là. C'est bon? Donc voilà, l'architecture de SQLite Room se base principalement sur trois éléments très importants qui sont primordiaux. Ces éléments-là, c'est quoi? Il y a trois éléments essentiels dans l'architecture de Room. Il y a la classe de base de données. Bien sûr, ici, on veut manipuler une donnée. On a l'esprit de l'orienter objet. Donc, des objets, ce sont des instances d'une classe. Ce sont des instances d'une classe. Donc, ces classes-là, ça va représenter les entités dans l'architecture de Room. Mais avant ça, avant de parler des entités, bien sûr, avant tout, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une classe qui représente notre base de données. Alors, cette classe-là, c'est le point d'accès à la base de données. Donc voilà, on a un point d'accès qui communique avec la base de données. C'est dans cette classe-là qu'on va créer notre instance. Notre instance d'accès à la base de données. Après, bien sûr, tout ça, ça se fait dans l'objectif de stocker des données.
ce stockage de données, ça vient de quoi? Ça vient des classes qu'on crée qui représentent les modèles de nos données. Ça s'appelle dans le jargon de SQLite, ce sont des entités de données. Alors, bien sûr, ces entités de données, elles représentent les tables dans la base de données de notre application. Donc, on n'a pas dit que le premier composant, c'est la classe dans laquelle on crée l'instance de la base de données. Ensuite, il vient les entités de données, ça veut dire les modèles de données. Ces entités de données seront les tables dans notre base de données. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il manque? On a le point d'accès à la base de données, on a les tables. Alors, qu'est-ce qui reste? Il faut interagir avec cette base de données en faisant les CRUD, Create, Update, Delete. Donc, ces CRUD-là, les opérations CRUD, ça va être fait dans une interface qui s'appelle le DAO. C'est une interface qui représente l'objet d'accès aux données. Alors, cette interface-là, il rassemble toutes les méthodes avec lesquelles on interagit avec notre base de données. Ça veut dire qu'on peut interroger la base de données, on peut faire la mise à jour, l'insertion, la suppression, etc. Donc, dans notre interface DAO, il va collecter toutes ces méthodes-là qui nous permettent d'agir ou d'interagir plutôt avec notre base de données. C'est bon? Donc voilà, c'est grosso modo ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est ça l'architecture de Loom. Donc il se base essentiellement sur trois éléments. Alors, ici je vous propose un petit exemple. C'est fait aussi dans la documentation officielle de Android. Alors, ici, on va voir un exemple simple. On a une seule entité et un seul DAO. Donc, pour implémenter déjà SQLite Room, ce n'est pas offert automatiquement dans Android Studio. Donc, pour ce faire, pour utiliser SQLite Room, il faut ajouter des dépendances, bien sûr. Ces deux dépendances, il faut les ajouter dans notre fichier build.graded, bien sûr le module app. Il faut ajouter ces dépendances-là. Le x.x.x, c'est la version. Donc ça dépend dans quelle version vous allez utiliser. Donc il faut ajouter ces dépendances-là. Comme ça, notre SDK saura qu'il va... Pardon. Tout d'abord parce qu'on va utiliser des annotations. Alors pour que notre SDK comprenne ces annotations, il faut lui indiquer que il faut lui dire qu'on a ajouté ces librairies-là. Donc on a ajouté ces dépendances, il faut les ajouter et après cliquer sur la synchronisation pour synchroniser ça avec le projet. Et ensuite, maintenant, par la suite, notre SDK permet de comprendre qu'il s'agit des annotations de SQLite Room. C'est bon? Donc, on a fait la première des choses, on a implémenté les dépendances. Maintenant, on commence le travail. Ici, je vous donne l'exemple d'une seule classe, la classe personne. Alors, cette classe-là, on crée notre classe. Voici notre classe, il a 3 attributs. L'ID, le first name et le last name. Alors, en utilisant les annotations de SQLite Room, en disant que c'est une classe, c'est une entité, ça permet de créer automatiquement une base de données une table dans notre base de données qui porte le même nom. C'est bon? Qui porte le même nom. Sinon, on peut changer le nom, c'est optionnel. Après, si on ajoute l'annotation @primaryKey, ça permet de dire que cet ID-là, cet attribut-là est la clé primaire de notre table. C'est bon? Et cet attribut-là, le first name, c'est une colonne dans notre table. Qu'on va changer son nom avec first name avec un tiret en bas. Donc voilà, c'est ça le concept offert par SQLite Room. On crée une classe et grâce à ces annotations,
on a une table équivalente à cette classe. C'est bon? Qui porte le même nom, qui a comme ID une clé primaire et qu'il y a deux colonnes. La première colonne, il a le nom first name et la deuxième colonne, c'est last name. Donc voilà. Donc on a créé une entité. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si vous avez compris l'architecture, qu'est-ce qu'il reste à faire? Créer la couche. Créer. La couche. On doit créer La couche DAO. le DAO, mais avant le DAO, on doit avoir la classe qui permet d'être le point d'accès à notre base de données. C'est bon? Donc ça c'est le DAO. Donc on a créé l'entité, on crée le DAO, on laissera la classe d'accès vers la fin. C'est bon? Donc voici notre modèle, nous avons créé notre classe et nous avons créé une table équivalente à cette classe dans notre base de données grâce aux annotations de SQLite Room. Maintenant, on va créer notre DAO. Donc, DAO, ici, c'est alors notre DAO, elle offre quoi? Elle fournit, c'est une interface qui fournit l'ensemble des méthodes utilisées par le reste de l'application pour interagir avec la base de données, avec les données de la table personne. C'est bon? Donc voilà notre DAO. Il contient combien de méthodes? On a la première méthode, c'est getAll. Deuxième méthode, c'est loadAllByIds. La troisième méthode, c'est findByName. La quatrième, c'est insertAll. Et la dernière, c'est delete. Alors, cette méthode-là, il nous permet de quoi? Cette méthode, c'est le résultat de notre requête select étoile from person. C'est bon? Donc, cette méthode-là, il permet d'avoir tous les enregistrements qui sont dans la table de personnes. Il va renvoyer quoi? Il va renvoyer une liste de type personne. Ici, c'est pas user. Donc voilà, getAll, c'est l'équivalent. Regardez, getAll, c'est l'équivalent de getAllRecord. Notre méthode qu'on a utilisée l'autre fois pour récupérer tous les objets, les enregistrements qui sont stockés dans notre table. Alors regardez combien de code on a fait pour avoir cette méthode. Mais grâce au ORM, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait utiliser uniquement la notation @query. On a écrit notre requête select étoile from person et on a associé cette requête à cette méthode. Donc cette méthode, elle permet de renvoyer tous les enregistrements qui sont dans la base, dans la table personne. Donc vous voyez, donc ça permet de minimiser énormément le code. Donc d'où l'intérêt de notre de SQLite. La même chose ici, si on veut renvoyer la liste des personnes qui ont l'ID dans ce tableau-là. Donc, on va utiliser ça. Donc, voici la méthode qui va renvoyer ça. On l'associe à cette requête-là. La même chose, lorsqu'on veut faire une requête, on renvoie toutes les personnes qui ont le nom, le nom égal et le prénom égal. Donc, et ça, c'est le retour de notre méthode findByName. Donc, à chaque fois, on associe une méthode à une requête. Et voilà, et regardez pour l'insertion. L'insertion, elle est très simple. Il suffit de appeler la méthode insert, indiquer qu'il s'agit d'une insertion, et insert all, on précise
ici, on insère une liste de personnes, pas seulement une personne. Donc, si on veut insérer uniquement une seule personne, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Insert sans all, madame. Sans all, voilà. Donc, si on veut insérer une seule personne, il suffit de faire ça. C'est bon? Voilà, donc on veut supprimer, on veut insérer cette personne-là. Donc, bien évidemment, pour insérer cette personne, il faut créer un objet personne, et cet objet-là, on peut lui faire le set de l'ID et le set du prénom, le set du nom, et voilà, notre objet est bien rempli. Et après, on insère. Donc, voilà, grâce à SQL Lightroom, on ne regarde pas comment on fait l'insertion. Ça se fait d'une manière simple et ça nous épargne beaucoup de temps parce que, comme vous voyez, avec SQLite directement, avec l'API SQLite directement, ça prend énormément de temps avec beaucoup de code. C'est bon? Donc, ça permet de faire le travail en un temps bien réduit. Donc, voilà, donc nous avons créé notre entité. Nous avons créé l'interface DAO associée à cette entité-là. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste notre classe qui permet de créer l'instance de la base de données. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit définir une app database class pour contenir la base de données. Alors, cette classe-là, il définit la configuration de la base de données et sert de point d'accès principal de l'application aux données persistantes. Alors, la classe de base de données, elle doit remplir les conditions suivantes. Alors, bien évidemment, regardez, lorsqu'on a créé l'entité, on a utilisé la notation. On a la notation entity. Pour créer le DAO, on a utilisé la notation DAO. Et pour les requêtes, on a query. Pour l'insertion, c'est insert. Pour la suppression, c'est delete. Le même concept, toujours, c'est lorsqu'on veut créer la classe qui représente la configuration et l'accès à notre base de données, alors cette classe-là, il doit avoir la notation suivante, c'est @database. On doit avoir cette annotation, c'est bon? Et cette annotation, il doit inclure aussi un rappel, un tableau des entités qu'on a créées, parce que ce tableau-là, il répertorie toutes les entités de données associées à la base de données. Et bien sûr, cette classe-là, elle doit être une classe abstraite qui hérite de la classe Room Database. Donc, la première condition, c'est ajouter la notation database avec les tableaux des entités créées. La deuxième des choses, bien sûr, cette classe, elle doit être abstraite, mais pas seulement ça. Cette classe qui est abstraite, elle doit contenir une méthode abstraite. La voici. Donc, pour chaque classe DAO, qu'est-ce qu'on doit faire? La classe de base de données, elle doit définir une méthode abstraite qui n'a aucun argument et renvoie une instance de la classe DAO. Donc, dans notre classe-là de base de données, alors pour chaque DAO créé, on doit lui déclarer à l'intérieur de cette classe une méthode abstraite qui ne renvoie, qui n'a aucun argument et elle renvoie une instance de la classe DAO. C'est bon? Alors, si on a table personne et table, comment dirais-je? Table personne, une autre table? Une autre table, par exemple? Animal, par exemple. On a l'entité personne et l'entité animal. Donc, combien de DAO on va avoir? Combien de DAO on va avoir? 2. 2.
Alors, pour chaque entité, on doit lui associer un DAO. Et puisqu'on a deux DAO, alors dans cette classe-là, qui est le point d'accès de dans notre base de données, on doit avoir combien de méthodes on doit avoir abstraites? On doit avoir deux méthodes abstraites. Chacune, elle représente une instance de son DAO associé. C'est bon? Alors, en code, ça va donner ça. Donc, voilà notre base de données. Donc, voici la notation at database et on précise ici les entités créées. Ici, on a une seule entité et on dit que c'est quelle version. Et bien sûr, cette classe-là, c'est une classe abstraite qui hérite de room database. Et à l'intérieur de cette classe, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une méthode qui est abstraite, qui n'a aucun argument, mais elle renvoie une instance de DAO associé. Ici, on a une seule entité, donc on a une seule méthode abstraite. Si on a plusieurs entités, on va avoir le même nombre des entités qu'on a. On a une autre table animale, on va avoir ici une deuxième méthode. Donc si on a par exemple une autre classe, une classe, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une deuxième méthode voilà. Donc, on doit déclarer, si on a autant de classes abstraites, autant d'entités qu'on a. C'est bon? Donc, je garde l'exemple qu'on avait dans le cours. Donc, voilà, donc c'est ça, on a terminé notre travail. Voici la classe qui est le point d'accès à notre base de données. Voici l'entité, notre classe qui est représentée automatiquement par une table grâce à la notation entité. Et on a le DAO, l'ensemble des méthodes qui interagissent avec notre base de données. C'est bon? Alors, je vais vous montrer un exemple, mais avant, j'aimerais bien vous parler d'un concept qui est aussi très important. Mais avant, bien sûr, avant de passer à l'exemple détaillé, ici, on a bien défini l'entité, la classe de base de données et le DAO. Alors, comment on peut les utiliser? Alors, pour les utiliser, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc après avoir défini l'entité de données, le DAO et l'objet de base de données? Alors, on peut utiliser le code suivant pour créer une instance de la base de données. Alors, pour créer une instance de notre base de données, on utilise ce code suivant, ce code-là. Donc, tout ça, c'est pour créer une instance de notre base de données. Et si on veut, par exemple, accéder à notre base de données et renvoyer un résultat en utilisant une des méthodes, on fait comme ça. Donc, on crée une instance de notre personne DAO, le voici, et après, on crée une liste de type personne et on appelle la méthode getAll qui est dans notre personne DAO. Et cette getAll, elle va renvoyer quoi? GetAll, elle va renvoyer le select étoile from person et le retour de cette méthode-là, ça va être stocké dans notre liste personne. Donc voilà comment on peut les utiliser. Et bien sûr, avant de vous montrer l'exemple du code, j'aimerais bien vous parler d'une notion qui est très importante, bien sûr, pour la manipulation des listes. Alors, l'autre fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Si on veut afficher plusieurs objets, qu'est-ce qu'on avait utilisé? Si on veut afficher une liste de données
pour l'annuaire qu'on a fait, par exemple. On a utilisé quel gadget? Pour afficher la liste des contacts à partir du fichier JSON qu'on a fait dans le TP3. Voilà, on a utilisé quoi? Une list view. Donc une list view, c'est un objet, c'est un group view qui permet d'afficher une liste des données. Alors, list view, c'est un concept très important, mais bien sûr, il y a toujours mieux. Donc, toujours, bien sûr, en rencontrant différentes situations, ça permet de voir qu'il y a quelque chose qui manque dans ce concept-là. Donc, il vaut mieux faire mieux. Alors, bien sûr, le Recycler View, c'est le même concept de List View. Il permet d'afficher une liste. Vous le voyez dans Instagram, dans WhatsApp, dans Facebook, etc. Donc, c'est très utilisé. Mais Recycler View, il est venu pourquoi? Pour remédier au problème de List View. Ça permet d'être plus performant. Parce que le Recycle View, c'est quoi? C'est une succession, c'est une extension, c'est le successeur de List View et Grid View. Et il est fait d'une manière à être plus performant. Alors, je vous explique comment. Alors, pour le Recycle View, il permet de faire quoi? Alors ici, imaginez que votre écran, il affiche des éléments, 10 éléments. Ou bien à peu près 9 éléments. Alors ici, pour le Recycler View, il permet d'afficher ces 9 éléments. Ça, il crée pour chaque élément, chaque ligne, ça veut dire le holder, et affiche ces 9 éléments. Alors lorsque on fait un swipe up ou bien un scroll, ça veut dire on monte en haut. Alors cet élément-là qui était en premier, il va disparaître. Et un nouveau élément là qui était en bas, il va surgir dans l'écran. Alors le principe de Recycler View, qu'est-ce qu'il fait? Cette vue qui est créée, ça veut dire notre ligne, qu'est-ce qu'il a fait? Il la réutilise. C'est pour cela qu'on a le nom recyclé. Il la réutilise de telle sorte, il garde cette vue, mais il la nettoie des données de la ligne qui vient de disparaître et il la remplit avec les données de la nouvelle ligne qui va surgir. Donc c'est pour cela c'est appelé Recycler View. Par contre, pour le List View, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'un nouveau élément surgit dans notre écran, il va créer cette vue qui va contenir les données de cet élément-là. Donc, à chaque fois, il crée la vue. À chaque fois, il crée la vue. Donc, si on a 400 ou bien une 1000 lignes à afficher, alors cette vue-là, il va être créé 1000 fois en ce qui concerne le List View. Par contre, pour le Recycle View, il va la créer uniquement 9 fois. Et à chaque fois qu'un élément disparaît, il prend, ça veut dire le support, sa vue là, il la nettoie des données propres à cet élément qui vient de disparaître, et il prend les données de l'élément qui va surgir et il les stocke dans cette vue et il va l'afficher. Donc vous voyez, donc au niveau de la performance, si vous avez des données énormes, donc le Recycler View, ça permet de vous garantir une meilleure performance. Alors imaginez si on a 1000, pour le List View, on a 1000 données, imaginez à chaque fois le onCreate, la création de la vue de chaque ligne, ça va se créer 1000 fois. Imaginez que si ça prend une seconde, la création, imaginez, ça c'est juste à titre d'exemple, imaginez que si ça prend une seconde. Donc on va perdre 1000 secondes. Par contre ici,
puisque l'écran n'affiche que 9 éléments, on va le créer que 9. Donc, 1000 secondes par rapport à 9, donc c'est énorme. Donc, ça réduit énormément la complexité. C'est bon? Donc, c'est ça le concept de Recycle View. Donc, je reviens sur ce schéma-là. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, voici notre écran. Il affiche ces éléments-là. Si on fait un scroll, ça veut dire cet élément-là, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Si vous voulez, on veut nettoyer les données et on va prendre sa vue. Elle est là. On va la prendre. Ici, un nouveau élément qui va surgir, il va prendre cette vue-là qui n'est pas utilisée et il va, dans cet élément-là, on va prendre les données, on va les afficher dans cette vue. Donc c'est pour cela, il y a un recyclage de notre vue. C'est bon? Donc c'est ça le concept de Recycle View. Et bien sûr, pour que le Recycle View fonctionne correctement, bien sûr, on a besoin de certains composants. On a le Layout Manager. Alors pour chaque Recycle View, on a un gestionnaire de disposition. Alors ce Layout Manager, il permet quoi? Il permet de gérer la disposition des éléments de l'interface. Par exemple, ici, Linear Layout Manager, il permet d'avoir un affichage d'une manière linéaire. Linéaire que ce soit vertical ou horizontal. Ou bien, si on utilise le Grid Layout Manager, il va afficher les éléments sous forme de grille. Sous forme de grille. C'est bon? Donc, c'est pour cela, pour le Recycle View, on a besoin d'un Layout Manager qui permet, avec lequel on précise de quelle manière on veut afficher les éléments. Donc, ça, c'est un point fort par rapport au List View. C'est bon? On a un adaptateur, bien sûr, toujours, c'est le même concept qu'on a pour les List View. On a toujours un adaptateur qui permet d'adapter les données en provenance de notre source de données avec le Recycle View pour les afficher dans notre écran. Donc, il fait quoi? Il prépare les données dans un support de vue. Et après, on va créer un adaptateur qui insère et met à jour les données gérées dans nos vues. Et bien sûr, ici, on a le View Holder. Le View Holder, il va contenir, c'est le View Layout. Le View Layout, c'est cette vue-là qu'on définit dans un fichier XML séparé et dans laquelle on définit c'est quoi le style de chaque ligne. C'est quoi le style commun de toutes les lignes qu'on va afficher. On a besoin bien sûr des données. Donc, le View Layout, c'est la mise en page commune entre les éléments. C'est le même principe que le List View. Et le View Holder, c'est cette classe qui permet, c'est une classe créée à l'intérieur de l'adaptateur. Il contient les informations d'affichage de View Layout. Ça veut dire cette classe-là, il permet de faire la description détaillée des éléments de notre View Layout. Alors, vous allez mieux comprendre ça avec un exemple bien concret. Alors, je vous montre l'exemple. C'est un exemple qui contient les deux concepts qu'on vient de voir dans cette séance. C'est le concept des SQL Lightroom avec les annotations et le Recycle View. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, dans cet exemple-là, le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? On va saisir un nom. Alors, par exemple, donc voilà, on saisit un nom et on l'affiche. Donc ça, c'est un Recycler View qui permet d'afficher ces éléments-là qu'on saisit dans ce champ-là. Et lorsqu'on clique sur ce bouton-là, donc une boîte de dialogue s'affiche. Par exemple, je veux modifier le nom.
Alors, je vais écrire par exemple Zineb. Voilà. Alors, tout ça, c'est fait en utilisant le concept de SQLite Room et en utilisant le Recycler View. Alors, je vous explique comment on a fait cet exemple en détail. C'est bon, vous suivez jusqu'à maintenant? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, je vous explique comment on a fait cet exemple-là en détail. Alors tout d'abord, donc voici le projet. Mhm. Mhm. C'est pas grave, je vais revoir sur cette erreur-là. Mhm. Donc voilà, donc avant, tout d'abord, on doit commencer par quoi? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? La première des choses, puisque ici on va utiliser SQLite Room. Donc il faut ajouter la librairie. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Dans notre fichier model app, build.gradle, on doit rajouter les dépendances. Donc voici les deux dépendances. Alors dans cet exemple, la version utilisée c'est 1.1.1. Vous pouvez voir par exemple 2.2.6, donc ça dépend avec quelle version. Donc tout d'abord il faut ajouter ces deux dépendances. Une fois on les ajoute, il va vous afficher ici un message en bleu. Sync now, ça veut dire synchroniser maintenant. Vous cliquez, il va prendre en charge ces bibliothèques ajoutées. Mais bien sûr ici, si vous avez remarqué, on a dans l'exemple, on a dans l'exemple ici, on a, regardez, j'ai un petit problème avec l'émulateur. Vous voyez que les éléments, comment ils sont affichés? Ils sont affichés comme si on a utilisé une carte pour chaque ligne. Alors cette carte-là, c'est une carte view. Alors une carte view, ça permet d'afficher ce genre d'affichage pour chaque ligne. Alors le carte view, pour l'utiliser, il faut ajouter cette dépendance pour utiliser le carte view. C'est bon? Donc il faut ajouter ça. C'est bon? Donc voilà, on a terminé avec les dépendances. Maintenant, on commence à voir notre code. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, dans notre modèle, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher uniquement un objet qui a un seul attribut. C'est un texte. C'est un texte ou bien c'est un nom, comme vous voulez, une phrase, comme vous voulez. Donc on veut afficher un objet qui a un texte. Et bien sûr, pour chaque objet, il vaut mieux ajouter un ID. Donc notre main data, notre modèle de données, ça va être le suivant. Voilà. Donc vous pouvez l'appeler autrement. Donc voilà notre modèle de données. Donc c'est main data. On a dit que c'est une entité et on a changé le nom
équivalent dans notre base de données. Donc, table name, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Et on crée notre entité, qui est réellement, c'est une classe. Donc, voici notre classe. On a utilisé la notation entité pour dire que on va créer automatiquement une table correspondante à cette entité dans notre base de données. Et on a dit qu'il y a deux attributs dans cette classe. On a le ID et on a une chaîne de caractères qui est texte, un texte. C'est bon? Donc, le ID, on a dit que c'est une clé primaire et on a dit que ça se génère automatiquement. Même si on ne précise pas que l'ID, ça va se générer automatiquement. Et on a un champ. Donc, l'équivalent de ça, ça va être quoi? Ça va être une table dans la base de données qui a deux colonnes. La colonne ID et la colonne texte. Et ici, on génère les getters et les setters parce qu'on en aura besoin. Voilà, on peut les gérer automatiquement avec un CTRL-N et Generate. Et vous sélectionnez que ce soit constructeur, getter et setter. Voilà. Donc voilà notre modèle de données. Elle est prête. Elle est là. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste avant tout, on doit créer une instance dans notre base de données parce qu'on veut créer une base de données et on veut accéder à cette base de données. Donc voici notre classe qui représente notre point d'accès à notre base de données. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On doit utiliser la notation database et on précise qui sont les entités de cette base de données. Ici, on a une seule classe qui est main data. On a la version 1 et on a mis ce booléen à false parce qu'on n'a pas besoin d'exporter le schéma de cette base de données. Si on a besoin d'exporter ce schéma dans un fichier, on supprime ça parce que c'est par défaut, il est true. C'est bon? Et voilà, notre classe, c'est une classe abstraite qui hérite de la classe room database. Et voilà, on crée un son dans notre base de données. On lui donne un nom. Et on commence à créer, on commence à accéder à notre instance grâce à cette méthode, getInstance. Si on n'a pas une instance, on crée cette instance en utilisant le code que je vous ai montré dans le cours. C'est bon? Et on retourne notre base de données. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on avait dit parmi les trois conditions que doit remplir cette classe? C'est qu'il doit contenir une classe abstraite qui n'a pas d'argument et il renvoie une instance de notre DAO. Donc voici notre DAO. On regarde maintenant qu'est-ce qu'on a mis dans ce DAO là. Le DAO, voici notre interface. Toujours la notation @DAO. Et voilà la méthode insert. Insert, c'est associé à la requête insert. Et remarquez, qu'est-ce qu'on fait? Insert, il suffit de lui passer comme paramètre un objet. Donc si on a cet objet-là qui est créé et les attributs de cet objet, ils contiennent des valeurs, c'est bon, on fait insert, insérer cet objet-là, automatiquement, il va être stocké dans la base de données. Par exemple, si on a un objet qui a comme ID 1 et qui a comme texte bonjour. Si on fait ça, on appelle cette méthode, on va trouver dans la table, notre base de données, qu'un objet, qu'un enregistrement qui a comme ID 1 et comme texte bonjour est déjà inséré. Alors vous voyez combien ça facilite le travail. Ici, on n'a pas le reset, le delete, on n'a pas encore lui associé une méthode. Donc c'est ça l'exercice que je vais vous donner, c'est de compléter le travail pour delete. Ici pour le update, regardez pour le update, on lui passe un ID et un texte et on fait le update
de cet objet qu'on a passé. Donc, update, on donne le nom de la table. Set text, c'est le nouveau texte qu'on lui donne comme paramètre d'entrée. Where ID là, qu'on lui donne aussi comme paramètre d'entrée. C'est bon? Et ça, c'est pour la méthode qui va retourner tous les enregistrements de la table. Donc, c'est la méthode getAll associée à la requête query, select étoile from table name. Et voilà le retour de cette méthode-là. C'est une liste d'objets de type main-data. Il va renvoyer toute la liste des objets qui sont stockés dans notre base de données. Donc, voilà notre DAO. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? On a la classe de base de données, elle est là. On a notre modèle, elle est là. Notre DAO, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à utiliser ces notions-là. Comment on va les utiliser? On va les utiliser dans notre main activité. C'est là où on commence à les appeler pour les utiliser. Alors, pour les appeler et les utiliser, qu'est-ce que vous remarquez? On a ici, c'est une liste. C'est une liste qui s'affiche. Donc, certainement, cette liste-là, ce n'est pas une liste simple, mais c'est une liste view. Ce n'est pas une liste view, mais plutôt c'est un recycler view. Alors, pour le recycler view, tout d'abord, c'est le même concept qu'on a vu pour les listes view. Il faut le créer. Il faut le créer et créer un adaptateur associé à cette recycler view. Donc, voici l'adaptateur. Mais avant tout, avant de commencer de voir c'est quoi le code dedans dans l'adaptateur, il faut tout d'abord quoi? Alors, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait pour le list view? Avant de créer l'adaptateur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on a créé en premier lieu? Qu'est-ce qu'on... je t'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on a créé? Alors, avant de commencer l'adaptateur du recycle view, c'est le même concept qu'on a fait pour les listes view. On ne va pas construire l'adaptateur en premier. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans notre main activité et on va aller, bien sûr, dans le design associé à notre main activité et dire, donc bien sûr, voilà, dans notre main activité, il y a, voici l'edit text, voici les deux boutons et un recycler view ici. Donc, bien évidemment, on doit déclarer ça dans notre code design. Donc, voici le code design de notre main activité. Donc, voici le premier edit text. Voici les deux boutons. C'est à l'intérieur de ligne layout. Et bien évidemment, il faut déclarer le recycler view. Le recycler view, il est intégré dans Android X. Si vous n'utilisez pas Android X, il faut ajouter la dépendance support. Vous pouvez chercher ça, mais bien évidemment, lorsque vous utilisez des SDK à partir de 29.30, c'est là où vous commencez à utiliser Android X, donc c'est automatiquement. Il suffit de taper Recycle View, vous aurez le code correspondant. Donc voici notre Recycle View, il est déclaré. À ce moment-là, il est toujours vide. Alors pour afficher les données de la base de données dans cette Recycle View, il nous faut quoi? Il nous faut un adaptateur. Donc voici notre adaptateur. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on a fait pour l'autre fois? On a créé. Oui. Oui, Amine, je pense. Amine Mslah, c'est ça? Non, madame. J'ai dit, on a créé un design pour les items. Voilà, parce que les items de notre liste, ils partagent le même design. Donc, on doit créer ce design.
On doit créer ce design-là. Vous remarquez, pour chaque élément, il partage le même design. Donc, on doit créer ce design-là. Donc, ce design-là, ça se fait où? Ça se fait dans le dossier Layout. Et on crée New Layout Resource File. Le voici. Voilà, donc, le design commun entre les éléments à afficher dans la liste, elle est là. Donc, voilà. Remarquez, ça, c'est une carte view. C'est une carte. À l'intérieur de cette carte, on a inséré un linear layout d'orientation horizontale. On a inséré un text view. Voici le text view. Et un bouton. Bouton edit et bouton delete. Alors, vous remarquez bien ces boutons-là. On peut les utiliser parce que c'est offert par Android Studio. Alors, comment on peut les utiliser? Comment on peut les utiliser? On va aller dans Fichier Drawable. Le voilà. On clique sur un bouton droit. On va faire New. On va créer Vector Asset. On clique sur Vector Asset. Et voilà. Si on clique ici, on peut choisir n'importe quelle icône. Parce que c'est offert, c'est donné. C'est bon? On les utilise. Il suffit de choisir une icône et cliquer sur OK. Ici, je ne vais pas les utiliser. Ou bien, c'est pas grave, je la rajoute. Voilà. Donc, voilà une icône qui s'est ajoutée. Donc, le même processus, on le fait pour avoir le bouton, le delete et le edit, les deux boutons. Voici c'est comme ça qu'on les ajoute. Et comment on les fait afficher dans notre code? On va aller dans le design de notre ligne. Alors, on regarde le code dedans. Donc, c'est un linear layout. On a un text view. Et voilà les deux icônes. Alors, pour insérer ces deux icônes-là, il suffit d'insérer deux image view. Donc, voici les image view. Donnez à chacune d'elles un ID. Le voici. Et pour associer cette image view à une source d'une image qui est déjà stockée dans le drawable, on utilise cet attribut-là. SRC. C'est bon? Et on lui donne le chemin. Ça se trouve dans le dossier drawable et ça correspond à l'icône edit qu'on a utilisé en provenance d'une image vectorielle. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on a fait le design de notre ligne. Donc, je récapitule. Donc, on fait un linear layout. On insère un text view et on insère deux image view. Et à l'intérieur de chaque image view, on indique, bien sûr, un ID pour chaque image view. Et on précise c'est quoi la source de cette image view. Ces sources-là, ce sont les deux icônes qu'on a ajoutées à partir des images vectorielles. Je viens de vous montrer comment on peut les associer. Donc voilà, donc notre ligne, le design de chaque ligne, elle est là. Donc elle est prête. Donc voilà. Donc maintenant, il reste quoi? Il reste le rôle de l'adaptateur. C'est l'adaptateur qui permet d'adapter les données en provenance de notre base de données et les afficher dans un Recycle View. Donc on verra comment cet adaptateur-là fonctionne. Donc voici notre adaptateur, il est là. Donc c'est un peu différent par rapport au List View. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déclare notre adaptateur qui hérite de recycleView.adapter et on lui donne ce type générique là, mainAdapter.viewHolder. Lorsque vous allez lui donner ça, il va vous indiquer
automatiquement à créer une classe de type viewHolder. Donc voilà notre adaptateur. Voici les attributs de notre adaptateur. C'est une liste, bien sûr, liste de données, le contexte et l'instance de notre base de données. Voilà le constructeur de l'adaptateur. Et à chaque fois que vous faites ça, il va vous donner des soulignements en rouge. Il suffit de suivre de suivre les recommandations de ces soulignements. Il va vous aider à avoir tout le code nécessaire. Il vous reste uniquement de rajouter le code qui vous permettra d'adapter les données à l'affichage. Alors, parmi les codes qui va être généré automatiquement, c'est la création d'une classe. La voici. C'est une classe viewHolder. La voici. Lorsque vous allez l'indiquer ici dans votre adaptateur, main adapter.viewHolder, il va créer automatiquement cette classe viewHolder. La voici. Voici notre classe viewHolder. C'est une classe à l'intérieur de notre adaptateur. Il est créé à l'intérieur parce qu'il est utilisé uniquement à l'intérieur de notre adaptateur. Alors, je reviens sur le code dedans. Alors, parmi les méthodes qui vont être générées automatiquement, c'est le onCreate, onBind et cette méthode du constructeur de la classe. Ils vont être le getItem, il va être généré automatiquement et bien sûr vous allez ajouter ce constructeur de cette classe. Alors on regarde le onCreate. Alors si vous vous rappelez bien ce que je vous ai expliqué dans le schéma, regardez le onCreate. Le onCreate, qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait le onCreate? Il crée une vue et il l'associe à le code design qui contient le code design en commun entre les différents éléments de la liste. Il fait associer la vue à son code qui est là. Tout simplement. Et il retourne ce viewHolder-là. ViewHolder, c'est le conteneur de la vue de chaque ligne. C'est pour cela que ça s'appelle viewHolder. Donc, il fait ici le inflate, pas plus. Donc, il fait correspondre ça, il retourne un viewHolder. Et à l'intérieur de cette classe-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où il creuse à l'intérieur de notre vue. Il commence à faire la correspondance entre les objets Java et les objets graphiques. Regardez. On utilise uniquement le find view by ID. Donc, ça veut dire on a préparé la vue. En premier lieu, c'était grand. Si vous voulez, c'est le cadre de notre vue. Et après, à l'intérieur de cette vue, il y a quoi? Il y a un text view. Il y a un bouton Edit. Il y a aussi un troisième bouton qui est le Delete. Je ne l'ai pas fait. Alors, vous voyez la logique des choses? Après, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des données. Ici, c'est juste, on a parlé des squelettes. La grande squelette, c'est la vue qui retourne une vue associée à notre code design de cette vue-là. Et une autre méthode qui va nous permettre de faire quoi? De préciser qui sont les éléments à l'intérieur de cette vue. Ça veut dire juste on a cadré les choses. Les données, on n'a pas encore touché aux données jusqu'à maintenant. Alors, les données, ça se fait où? Ça se fait dans la méthode onBind. Parce que cette méthode-là, il fait le binding. Le binding entre les données et l'objet. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, regardez là. Ici, qu'est-ce qu'il fait? On a un objet en provenance dans notre liste données. On suppose que cette liste de données, elle est déjà remplie. Elle est remplie
grâce à notre base de données. Alors, cet objet-là, on récupère sa position et on commence. Alors, pour chaque objet, pour chaque élément de la liste, on commence à remplir les données en provenance de la base de données et on les affiche dans dans les éléments graphiques de l'élément. Donc voilà, on continue. Alors maintenant, on stocke la valeur écrite dans le text view. Donc toujours, on procède par objet. Et lorsqu'on clique sur le bouton Edit, que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver? Regardez là. Lorsqu'on clique sur Edit, regardez. Alors, le texte qui est stocké dans notre objet là, qui est par exemple Kamel, il va récupérer le texte là qui est dans cet objet là. Et lorsqu'on saisit un nouveau élément là et on clique sur le bouton mettre à jour, ça va être mis à jour. Donc tout ce traitement là, ça se fait comment? Ça se fait avec cette méthode là. Lorsqu'on clique sur sur ce bouton là, alors qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet, cet objet là, par cette position, par la position sur laquelle on a cliqué. Donc, on a récupéré l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère son ID et on récupère son texte. Alors, vous voyez, on récupère l'ID de cet objet. Ici, notre objet, était Kamel. Il a récupéré son ID. Son ID, forcément, je pense c'est 3 ou 4. Ça dépend sur son ordre dans la table. Il a récupéré l'ID de Kamel. Il a récupéré le texte qui est Kamel. Et que s'est-il arrivé? Ici, on a une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, cette boîte de dialogue, comment on l'a créée? Alors, tout ça, c'est pour dire que c'est une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, le boîte de dialogue, voici son code. On le crée aussi dans le fichier layout. La voici. Donc, voici notre boîte de dialogue. Notre boîte de dialogue, elle contient un edit texte et un bouton. Donc, voici son code. Donc, voilà une boîte de dialogue qui s'affiche, qui contient un edit texte, qui récupère le texte de l'objet en cours. Et elle récupère aussi l'ID en cours. On modifie Zineb, on écrit par exemple Marie. Donc voilà, c'est une boîte de dialogue qui s'affiche, qui contient un edit texte et un bouton. Donc voici l'edit texte, le voici et voici le bouton. Donc je reviens sur l'explication. Donc lorsqu'on clique sur Edit, une boîte de dialogue qui s'affiche. Mais avant tout, on récupère l'ID de l'objet en cours et le texte de l'objet en cours. Donc voilà une boîte de dialogue qui s'affiche. La voici. Et qu'est-ce qu'on fait après? Dans l'edit texte, on affiche le nom de l'objet qu'on va faire le update. Et lorsqu'on clique sur le update, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la boîte de dialogue, il disparaît. Et on récupère le nouveau texte écrit dans notre edit texte. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'insère dans notre base de données. Comment on peut l'insérer? On fait le update. C'est pour cela qu'on appelle la méthode update, qui est déjà dans notre DAO. On update le ID du premier objet, le ID de notre objet
qui est le sujet de l'update, et le nouveau texte qu'on a saisi dans la boîte de dialogue. Et on fait le update et on notifie les changements, que les changements, ils ont été faits, et on récupère tous les données pour les afficher. C'est bon? Donc voilà que s'est-il passé. Donc tout le traitement se fait dans la méthode onBindViewHolder. Alors, tout le traitement qu'on a fait, ça se fait ici. On a fait pour l'ajout et bien sûr pour le update. Et on a la méthode getItem. Elle retourne quoi? Elle retourne le nombre des éléments de la liste. Et pour la classe ViewHolder, c'est juste, il fait la correspondance entre les objets graphiques et les objets Java. Ça veut dire, il permet de faire la liaison et dire notre vue, chaque ligne, il contient quoi? Quels sont les éléments contenus dans notre ligne? Les voici. On a travaillé uniquement pour le text view et le bouton edit. Le bouton delete, je vais vous le donner comme exercice. Vous allez le faire pour le compléter. Alors maintenant, notre adaptateur, il est là. Il est prêt. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire quoi? Il reste à aller dans la main activité et appeler toutes ces choses qu'on vient de voir. Alors, dans ce main activité, c'est l'activité principale. Il affiche quoi? Il affiche l'ensemble des éléments qui sont stockés dans notre base de données, dans notre table. Alors, ça c'est faut faire correspondre les objets Java avec les objets en provenance du code XML, du code design. Alors voilà, ici on a associé notre recycleView avec le recycleView qui est dans le XML. On crée une instance dans notre base de données. Voilà, on crée une data list qui va contenir l'ensemble des enregistrements de la table en appelant l'instance de la base de données, en appelant le DAO et la méthode getOrg. Donc voilà tous les données qui sont stockées dans la base de données et se trouvent dans cette data list. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à adapter ces données-là à notre recycleView. Ce recycleView-là, on a les données et on a notre recycleView. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à instancier notre adaptateur qui fait le rôle de l'adaptation des données pour les afficher. Mais avant, pour les afficher, on a besoin d'un layout manager. Ici, pour le layout manager qu'on a choisi ici, c'est Linear Layout Manager. Ça veut dire qu'on veut afficher les choses d'une manière linéaire. On a le choix, soit de les afficher verticalement ou bien horizontalement. Sinon, il y a d'autres types de managers. Il y a le Grid Layout Manager. Je pense le troisième, c'est Stray Grid. Bien. Vous pouvez chercher ça en détail. Mais ici, on a utilisé le Linear Layout Manager. Et les par défaut affiche les choses d'une manière verticale. Sinon, on peut changer l'orientation et afficher les choses d'une manière horizontale. Et on a appliqué notre manager à notre recycleView. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à créer notre adaptateur. Voilà notre adaptateur. Nous l'avons créé. Nous lui avons donné le contexte. Il lui a donné comme paramètre d'entrée la liste de données qu'on a bien remplie en provenance de notre base de données. Et appliquer cet adaptateur à notre recycleView. Et lorsqu'on clique sur le bouton Add, que va-t-il arriver? C'est un événement qui surgit. Qu'est-ce qu'il fait? On récupère voilà, on récupère le texte écrit dans notre edit texte. Lorsqu'on clique sur Ajouter, ce nom, ça va s'ajouter. Donc, on récupère le texte de l'edit texte.
S'il n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet. On crée un objet de type main_data et on commence à remplir cet objet avec ses attributs. Donc, on fait le setText. Et voilà, notre objet, il est là, il est bien rempli. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? On peut l'insérer. Donc, pour l'insérer, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'instance de la base de données, on appelle le main_data, on appelle la méthode insert et on lui donne comme argument, paramètre d'entrée, c'est notre objet. Et voilà, l'objet, il est créé directement. Et après, on remet le dit texte à vide. Et voilà, on notifie qu'il y a des changements au niveau de la base de données. On affiche les données là, ces données-là. Donc voilà. Donc voilà, donc vous voyez combien SQL Lightroom, ça permet de faciliter le travail. Au lieu à chaque fois d'écrire les requêtes en dur, on peut manipuler directement des objets. Donc ça facilite énormément le travail. Donc voilà, c'était grosso modo ça, l'explication détaillée de notre exercice. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors je vais vous exporter cet exemple-là et vous allez faire quoi? Vous allez terminer le travail parce que ici pour le bouton supprimer, rien ne se passe-t-il. Donc, pour vous faciliter de travailler, parce que si je vous donnerai ça, vous allez prendre beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est pour cela que je vais vous donner tout le projet. Il suffit de faire le traitement nécessaire uniquement pour la suppression. Alors, si vous réussissez à le faire, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre le mécanisme de SQLite et de Recycler. C'est bon? Donc, je vais vous exporter le projet et vous allez l'implémenter et terminer le travail pour la suppression. C'est bon, c'est clair?